Kikou, bienvenue à tous, ici Gia, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grande et d'une belle histoire d'amour. Non, vous en doutez bien, on va encore parler d'une horrible histoire. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va réellement parler d'une histoire d'amour, et là, dans leur cas, c'est un peu particulier. On dit que souvent que l'amour peut faire mal, ou alors peut rendre plus fort. On dit que l'amour peut changer une personne très profondément en bien ou en mal. Mais on dit aussi que l'amour peut rendre fou et détruire réellement des personnes. Et là, on va parler d'un cas extrême qui a dégénéré, étant donné que leur amour les a menés à la torture, à la violence et au meurtre. Et peut-être que s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, tout ça ne serait jamais arrivé. À mon avis, c'est pas Cupidon qui les a réunis, ces deux-là, c'est plutôt Belzébuth, parce que comme vous allez le voir, il y a beaucoup de victimes sur leur passage. Ils se sont perdus l'un dans l'autre à en oublier les lois, la morale et finalement leur humanité, parce que tout ce qui comptait pour eux, c'était de rester ensemble, de vivre ensemble et d'être heureux. Cette histoire, c'est un collègue de boulot qui m'en a parlé, donc Flo, si tu nous regardes, kissou. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti. Penchons-nous ensemble sur la terrible histoire de Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin est né le 27 décembre 1965 à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane française. Thierry Paulin est né quant à lui le 28 novembre 1963 à Fort-de-France en Martinique. Tous les deux ont eu des enfances assez difficiles. Par exemple, Thierry Paulin est né d'un père qui s'appelait Guy Paulin, dit Gabi, et d'une mère qui s'appelait Hélène Larcher, dit Monette. Tous les deux avaient respectivement 19 et 16 ans, et Gabi était maçon. Tous les deux étaient amoureux, mais quand Gabi va apprendre que Monette est enceinte, il va reconnaître l'enfant, mais il va partir en métropole 2 jours seulement après la naissance de Thierry, et il va donc laisser Monette s'occuper toute seule de l'enfant. Bien sûr, Monette va se retrouver toute seule à élever un enfant à 16 ans, c'est très jeune, c'est déjà très compliqué d'élever un enfant quand on est un peu plus vieux et en âge d'être un peu plus mature et responsable, mais à 16 ans c'est hyper compliqué et Monette ne s'en sort pas vraiment. Elle a des problèmes financiers, elle a du mal à gérer son temps pour pouvoir éduquer Thierry, parce que ça prend beaucoup de temps un enfant, donc elle a du mal avec sa maternité. Et ce qui va se passer, c'est quand elle aura 17 ans et demi, et donc Thierry 1 an et demi, elle va décider de déposer Thierry chez son ex-belle-mère, donc la maman de Gabi, le père de Thierry, et elle va juste le déposer comme ça au restaurant de la maman de Gabi. Donc le restaurant s'appelle Mama Joe, il est au bord de la plage, et la grand-mère de Thierry s'en occupe tout le temps. Sa mère va arriver, va poser le petit, et va partir. Et donc la grand-mère va hériter entre guillemets de Thierry. Sauf que la grand-mère de Thierry, elle a beaucoup de travail, elle s'occupe de son restaurant H24, c'est son gagne-pain, c'est son bébé, et donc concrètement, elle va délaisser le pauvre Thierry. Il va avoir aucune éducation, aucun amour, aucun cadre, rien du tout. Il va vraiment grandir tout seul à partir de ses 1 an et demi. Pendant ce temps-là, sa mère, elle, va se remarier et avoir 5 autres enfants. Et quand il a 10 ans, sa mère va avoir la délicieuse idée de vouloir le récupérer, c'est-à-dire qu'il n'a jamais grandi avec sa mère, il ne l'a jamais vu. Et là, elle va venir le faire habiter avec lui et ses 5 autres enfants, donc un demi-frère et 4 demi-sœurs. Le problème, c'est que Thierry va très mal s'intégrer avec ses demi-frères et ses demi-sœurs parce que justement, la fratrie n'accepte pas le nouveau venu. Donc du coup, Thierry trouve pas sa place dans la famille. En réalité, à ce moment-là, Thierry est devenu le souffre-douleur de la famille. Il était régulièrement battu, on le tenait pour responsable de tout ce qui se passait. C'est-à-dire que même par exemple, un objet cassé, pour la famille de Thierry, c'était forcément Thierry. S'il y avait une bêtise de faite dans la maison, même si c'était les frères et sœurs de Thierry, c'était forcément Thierry, c'était tout le temps Thierry qui prenait. Donc il se faisait battre par son beau-père, et sa mère aussi le battait, et un jour elle l'a carrément griffé au visage en le peignant, et il a gardé une cicatrice jusqu'à la fin de sa vie en fait. Et à partir de ce moment-là, son comportement va complètement dérailler. Il va commencer à être violent à l'école, il va commencer à cacher des choses à sa mère, à lui répondre. Bref, il va changer. Lui qui jusque-là était plutôt effacé parce que personne ne s'intéressait à lui, s'était mis en tête qu'il allait avoir la chance d'avoir une vraie vie de famille, et vu que ça s'est mal passé, il est devenu frustré de la situation et donc violent. En parallèle, le beau-père de Thierry, donc le mari de Monette,
arrête pas de se plaindre du fait que Thierry est une charge supplémentaire, qu'ils ont déjà 5 enfants, que c'est pas normal, etc., etc. Donc Monette va reprendre contact avec Gabi, qui lui a déménagé en métropole, et lui demander une pension alimentaire. Gabi est parti s'installer à Toulouse, il s'est marié et il a eu 2 enfants. Et lui payer une pension alimentaire, ça lui va pas du tout. Donc il va dire à Monette qu'il va venir récupérer son fils et plutôt que lui donner une pension, il va l'élever en métropole et c'est ce qui va se passer. Et là c'est triste à dire mais ça arrange autant Monette que Thierry, étant donné que Monette, elle voit une façon de se débarrasser clairement de son fils. Elle en veut pas de ce gamin réellement, elle l'a repris parce qu'elle voulait le reprendre, on sait même pas pourquoi en fait, pour jouer à la maman ou je ne sais pas. Mais en tout cas, elle l'a repris pas vraiment par amour ni par plaisir, plutôt par devoir entre guillemets. Et là, le fait que son père veuille aller s'en occuper, ça lui va très bien. Et Thierry, de son côté, lui, voit encore une fois la chance d'avoir une vraie vie de famille. Donc il part le cœur plein d'espoir en métropole. Arrivé à Toulouse, Thierry, qui est métis, va se faire embêter par ses camarades de classe parce qu'il n'y a pas beaucoup de métis à cette époque-là à Toulouse et donc il va être encore une fois rejeté. Et vu qu'il ne connaissait pas du tout son père avant d'arriver à Toulouse, il ne connaissait pas non plus sa femme ni ses 2 enfants, c'est encore à nouveau compliqué pour Thierry de s'incorporer et de s'intégrer à la nouvelle famille de son père. C'est pas grave, il va continuer à s'accrocher, il va obtenir son BEPC, mais il va échouer au CAP de coiffure, au CAP de mécanique et aussi à celui d'électricité automobile. En l'occurrence, la coiffure était un métier qui lui tenait à cœur, mais il a eu du mal à se lancer dedans parce que son père disait que c'était, et je cite, un métier de tapette. Autre époque, autre mœurs, l'homosexualité était très mal acceptée et en réalité Thierry est bel et bien homosexuel et son père ne le savait pas, donc son insulte l'a encore plus touché. Mais malgré tout, il essayera de faire plaisir à son père, et c'est pour ça qu'il s'est lancé sur le CAP de mécanique, parce que c'est plus viril aux yeux de son père. Ce qu'on sait, c'est que la situation familiale va se dégrader, étant donné que Thierry va décider de partir à 15 ans de chez son père, donc il va fuguer, et son père ne va pas essayer de le retrouver. Donc a priori, ça lui va bien aussi, et de ses 15 ans et à ses 17 ans, il va vivre chez des amis, en fait à droite à gauche un peu, il va avoir des petits boulots de vendeur, il va carrément penser à aller jusqu'à vendre son corps, mais il ne passera pas le cap. En même temps, il est dans une situation compliquée, donc tous les moyens sont bons pour survivre, et ça lui est passé par la tête. À 17 ans, il va décider de rejoindre l'armée, et il va rejoindre le 14e RPCS, où il va être affecté au salon de coiffure. Malheureusement pour lui, encore une fois, il sera rejeté pour les mêmes raisons pour lesquelles il a déjà été rejeté dans son passé, c'est-à-dire le fait qu'il soit métis et homosexuel. Et en 1983, Thierry va faire une énorme bêtise. Il s'était rendu à Toulouse voir son père pendant sa première permission de l'armée. Donc il est rentré chez lui entre guillemets, il est allé voir sa famille et pour revenir, il n'avait pas assez d'argent pour payer son ticket. Donc il a demandé à son père de lui avancer un billet de train ou alors de lui payer un billet de train. Son père n'a pas voulu lui avancer l'argent, ce qui fait que Thierry s'est retrouvé comme un idiot, bloqué à Toulouse, sans pouvoir rentrer auprès de son régiment. Donc là, il a réfléchi un peu, et la meilleure idée qui lui est venue en tête, c'est d'aller braquer une épicerie. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une épicerie, il a parlé avec une dame qui s'appelle Germaine, qui tenait l'épicerie, qui est une vieille dame, et qui travaillait avec une autre personne âgée. Donc Thierry est allé dans l'épicerie, il a commencé à parler avec eux, il a fait son petit tour, il est ressorti, autrement dit, il a fait du repérage, et il a enfilé une cagoule en collant, donc il a pris un collant, il s'est mis sur la tête pour que ça lui déforme le visage, et il est rentré dans la boutique avec un couteau. Il a commencé à menacer Germaine et sa collègue, donc elles sont allées s'enfermer dans l'arrière-boutique. Pendant ce temps-là, Thierry, lui, il a ouvert la caisse, il a pris une grosse poignée, il a pris tout ce qu'il pouvait, et il est parti du magasin. Il n'a fait que quelques mètres, et il a traversé la rue pour aller à un café en face, pour aller téléphoner à un taxi pour qu'il vienne le récupérer, pour qu'il puisse aller à la gare pour prendre son train pour rentrer à son régiment. Sauf que forcément, il était à Toulouse à ce moment-là, il est connu à Toulouse, c'est le coin dans lequel il a vécu quelque temps avec son père, donc la dame va le reconnaître, elle va appeler la police, donner son nom, sa description, et expliquer aux gendarmes ce qui vient de se passer. Les gendarmes vont venir faire une ronde, et en fait, quand Thierry va sortir du café pour aller prendre son taxi, il y avait le taxi, et derrière, les fourgons de gendarmes qui étaient venus pour auditionner la pauvre Germaine. Et donc forcément Thierry s'est fait attraper direct, on l'a emmené en garde à vue et là il va tout avouer directement, il va expliquer le pourquoi du comment, il va dire voilà je devais rentrer à mon régiment, j'ai fait une grosse bêtise mais je savais pas quoi faire d'autre, voilà il avoue. Donc ce qui va se passer c'est que vu qu'il a pas de casier, qu'il est jeune et qu'il est à l'armée, on va laisser passer Thierry,
Il ne va pas avoir de sursis ni rien du tout, ça va juste être marqué dans son casier judiciaire et on va lui prendre ses empreintes et il va pouvoir rentrer à son régiment. Malheureusement pour lui, l'armée, elle, va pas le louper. Et après l'avoir trimballé sur 2-3 bases différentes en lui donnant les tâches les plus basses possibles, c'est-à-dire tondre la pelouse, s'occuper des latrines, s'occuper de la vaisselle et ce genre de choses, Thierry va quand même finir à arriver à la fin de son service militaire. À la sortie de l'armée, il va aller vivre chez sa mère, puisque sa mère et ses 5 frères et sœurs ont déménagé à Nanterre, donc en France métropolitaine. Malheureusement, comme la première fois, ça va pas très bien se passer. Mais Thierry, à ce moment-là, va croiser 2 amis qu'il avait perdus de vue parce qu'ils sont partis travailler à Paris. Ces 2 amis travaillent dans un cabaret qui s'appelle le Paradis Latin, et il y en a un qui est serveur, l'autre qui est danseur, et donc ils vont lui dire « Mais attends, si tu te sens pas bien ici, viens travailler avec nous à Paris, on te propose un poste, tu feras du service ou un truc comme ça, on va te trouver un job, viens t'installer avec nous. » Thierry va y réfléchir vraiment 2 jours, et hop là, il va partir à Paris et aller travailler au Paradis Latin avec ses potes. Là-bas, il sera très bien, il sera très content d'avoir quitté Nanterre, il sera très content de l'ambiance de vie à Paris. Le Paradis Latin, c'est un cabaret, donc il y a la fête, il y a la musique, il y a des gens en belle tenue, il y a des paillettes de partout, il y a des shows avec des personnes qui se travestissent, donc c'est très en vogue à ce moment-là à Paris. Il est vraiment plutôt dans un endroit branché et la fête coule à flot autant que l'alcool et lui, ça lui convient très bien. Quant à Jean-Thierry Mathurin, il est né dans une famille très pauvre et il va être maltraité par son père toute son enfance. Et puisque sa sœur avait décidé de partir en métropole, sa mère, quand il est enfant, va l'envoyer chez sa sœur. Bien sûr, vous imaginez ce que ça fait à un enfant d'être rejeté par sa mère comme ça et d'être envoyé très loin d'elle. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se sentir pas du tout aimé et rejeté. Jean-Thierry était très peu éduqué, il est d'ailleurs analphabète. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, et arrivé en métropole, sa situation va encore s'aggraver, puisqu'il va être maltraité par son beau-frère. Et tout ça mélangé, l'accumulation va faire qu'à l'âge de 13 ans, Jean-Thierry va essayer d'avaler une bouteille d'eau de Javel pour se suicider. Alors il va survivre, mais là on peut se demander comment, et bien sûr, après un tel mal-être ressenti, on peut pas s'en sortir aussi facilement, surtout à un aussi jeune âge, ce qui fait que les 4-5 prochaines années qui vont passer, il va commencer à goûter doucement à la toxicomanie, puis à s'installer bien comme il faut dedans. C'est-à-dire qu'il passe ses journées à se droguer, il fait pas grand-chose de sa vie, il est détruit. Et il essaye d'oublier tout ce qui lui est arrivé depuis son enfance dans la drogue, et c'est vraiment à ça qu'il va vouer sa vie. Bien sûr, pour payer l'ivresse et la défonce, faut bien travailler. Donc Jean-Thierry va faire des petits boulots à droite à gauche, il va être serveur, il va être vendeur. Et puis finalement, il va finir par atterrir lui aussi au Paradis Latin, où travaille Thierry Paulin. Quand ils vont se rencontrer, ça va être le coup de foudre immédiat. Peut-être parce qu'ils se sont reconnus dans les blessures qu'ils ont eues dans leur enfance, et donc le manque affectif que ça a créé, mais en tout cas entre eux, ça va faire des étincelles. Ils vont très vite s'installer ensemble, et ils vont très bien s'entendre, leur cohabitation va très bien se passer, leur amour va être en expansion totale, étant donné qu'ils ont le même mode de vie. C'est-à-dire que ils travaillent, mais à côté de ça, ils passent leur nuit, leur jour, autant que possible de temps dans leur vie, à faire la fête, à se droguer, à boire, à rigoler. Bref, ils ont vraiment tous les deux la même façon d'oublier leur enfance, c'est-à-dire qu'ils mettent un voile dessus de défonce, et du coup, maintenant qu'ils font ça ensemble, ça leur forme une espèce de symbiose, autant dans la reconnaissance qu'ils ont l'un dans l'autre dans leur passé, que dans la façon de l'oublier. Et bien sûr, ça va créer une dépendance entre eux. Et puisqu'ils travaillent au Paradis Latin et que là-bas l'homosexualité à cette époque-là est très bien acceptée, ils vont pouvoir se sentir enfin eux-mêmes et se sentir libres. Ils vont même monter sur scène et se produire pour le cabaret avec de belles robes à paillettes. Et l'on voit sur la photo par exemple, Thierry Paulin aime vraiment ce qu'il fait, il est vraiment pris dans son rôle et là on le voit, il est bien. Malheureusement, quand il va inviter sa maman Monette à venir voir un de ses spectacles, elle va partir en pleurant parce qu'elle vient de se rendre compte que son fils est homosexuel et qu'il se travestit. Et c'est pas du tout dans ses mœurs. Surtout à cette époque, autant à Paris et au Paradis Latin c'est tout à fait accepté, mais elle, sa mère, elle vient pas de ce milieu-là. Et ça la choque de voir son fils habillé en femme et de comprendre qu'il ne sort pas avec des femmes, mais avec des hommes. La relation mère-fils va donc se dégrader et pendant une dispute, Thierry va devenir violent. C'est-à-dire qu'en voulant pousser sa mère, il va donner un coup de poing dans le ventre d'une de ses sœurs qui est enceinte à ce moment-là. Vous imaginez bien que ça plaît pas du tout à Monette, donc elle va couper tous les ponts avec Thierry.
Thierry, lui, va très mal le prendre. Il va partir d'ailleurs avec des photos en disant à sa mère « Tu n'auras plus aucune image de moi, ce sera comme si je n'avais jamais existé ». Paulin et Mathurin vivent heureux et amoureux dans le 9e arrondissement, rue Victor Massé, dans une chambre d'hôtel qu'ils louent 275 francs, donc 42 € par nuit, donc 1200 € par mois. Mais ils vivent largement au-dessus de leurs moyens. Comme je vous l'ai dit, ils aiment le bling bling, ils aiment que ça claque, ils sont en permanence en train de claquer du fric. Ils achètent de nouveaux vêtements, ils se payent du champagne à volonté, ils s'en mettent plein de nez avec de la farine blanche, on va dire, et ils sont souvent dans des endroits à la mode et qui sont très friqués. Donc pour arriver à suivre ce train de vie très dispendieux, ils vont finir par voler des portefeuilles au paradis latin pour se servir des cartes bancaires, pour se servir de l'espèce et pouvoir consommer tout ce qu'ils veulent à volonté. Et à côté de ça, ils vont dealer de la farine blanche, vous voyez de quoi je parle, afin de pouvoir s'en mettre encore un peu plus plein les poches et pouvoir continuer à faire la fête. Ça aurait pu bien se passer, mais un soir, ils vont perdre leur job tous les deux en même temps. La raison, c'est que Thierry Paulin a vu Jean-Thierry Mathurin parler à quelqu'un et il lui a fait une crise de jalousie, mais qui est partie en cacahuète totale. Le gars a retourné le restaurant. Il a pris les tables, les chaises, les assiettes, tout a volé dans le restaurant. Il a menacé de mort son compagnon, donc Jean-Thierry Mathurin. Il a fait peur à tout le monde dans le restaurant. Il est devenu hystérique, complètement fou. Donc le patron lui a dit « Bon bah écoute mon gars, toi et Jean-Thierry, dehors, je veux plus jamais vous voir ». Et ils ont perdu leur emploi fixe le même soir, en même temps. Alors vous en doutez bien, ils vont se rabibocher parce qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, c'est pas possible. Mais par contre, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont perdu un sacré revenu et ils ont pas l'intention d'arrêter leur train de vie, de faire la fête, c'est pas possible pour eux. Donc ils vont se tourner vers la pire des solutions. Thierry Paulin va donc proposer à Jean-Thierry Mathurin de s'attaquer à des vieilles dames pour leur piquer leur sac à main, à l'arracher et donc se faire un peu de fric facilement. Thierry a déjà braqué des vieilles dames dans un magasin, il sait que c'est facile, ça s'était plutôt bien passé. S'il s'était pas fait attraper, il serait reparti avec 2500 francs, donc 400 €, et pour lui c'est une très bonne solution. Là, moi, ce qui m'étonne, c'est Jean-Thierry Mathurin, qui n'a jamais attaqué personne, et est prêt à aller braquer des vieilles dames pour leur prendre leur sac à main. Et c'est là que je vous dis que l'amour rend fou, c'est que vraiment, tous les deux, ils étaient en symbiose dans leur bulle, et à ce moment-là, ils ont complètement déraillé. Tout ce qui leur importait, c'était leur amour, leur bien-être, leur bonheur, et ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour continuer à garder la même vie et à rester ensemble. Et Jean-Thierry Mathurin était même prêt à aller jusqu'à tuer pour Thierry Paulin. Et en discutant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient à Paris et que c'était risqué parce qu'on risquait de les voir attaquer les vieilles dames et donc remonter jusqu'à eux parce qu'à la base, ils voulaient attaquer les vieilles dames dans la rue ou dans le métro, bref, dehors à la vue de tous. Et c'est comme ça que leur est venue la sordide idée de suivre des vieilles dames dans la rue jusqu'à chez elles, d'attendre qu'elles rentrent chez elles, de forcer la porte et quand elles sont en train de rentrer, de les pousser pour les tuer et donc de pouvoir leur piquer leur argent tranquillement à l'abri des yeux de tout le monde et sans laisser de témoins. Dans l'idée ni vu ni connu, je t'embrouille, pas vu, pas pris, ils se disent que vu que ça va se passer dans un appartement fermé, il y a moins de chances qu'ils se fassent prendre. Et comme on va le voir, c'est pas faux. Les meurtres vont se dérouler à Montmartre, dans un périmètre de 1500 mètres, d'où le surnom de notre petit couple, les tueurs de vieilles dames ou les tueurs de Montmartre. Montmartre est dans le 18e arrondissement de Paris. Eux vivent dans le 9e arrondissement juste à côté et ça va donc devenir leur terrain de chasse. Montmartre, c'est un quartier populaire, c'est-à-dire qu'il y a de tout corps de métier, de tout âge, de toute origine, mais c'est pas forcément un quartier dangereux. Bien sûr, il y a un peu de violence, il y a un peu de drogue qui traîne à droite à gauche, il y a forcément des trucs pas très clairs qui se passent dans le quartier, mais ça reste un quartier pas trop dangereux où les gens se sentent plutôt en sécurité. Il y avait déjà eu plusieurs agressions de vieilles dames dans le quartier, mais le 5 octobre 1984, ce sera Germaine Petitot, une dame de 91 ans, qui sera attaquée dans son appartement. Elle habitait rue Le Pic et on la retrouvera ligotée, bâillonnée et battue et on lui avait aussi volé ses économies. Malheureusement, elle n'arrivera pas à donner une description de ses agresseurs, elle pourra juste dire qu'il y avait 2 hommes et sans témoin, sans preuve, sans quoi que ce soit, la police va seulement prendre la déposition de Germaine, l'accumuler à toutes les autres dépositions de victimes qu'il y avait déjà eu dans le 18e et va classer l'enquête.
Heureusement, Germaine a survécu, elle doit être traumatisée, mais elle est encore vivante, ce qui ne sera pas le cas malheureusement de la dame qu'on retrouvera après elle. On est le même jour, donc le 5 octobre 1984, et on est dans le 9e arrondissement, donc l'arrondissement où habitent Jean-Thierry et Thierry. Ce jour-là, Anna Barbier-Pontus sortira de chez elle pour aller faire ses courses en fin de matinée. Cette dame a 83 ans et elle vivait seule dans un petit appartement de la rue Saulnier. Personne ne la reverra plus jamais sortir de son appartement, alors les voisins vont commencer à s'inquiéter. Et quand ils vont découvrir son corps, elle va être découverte bâillonnée et ligotée avec du cordon à rideau. Les enquêteurs vont en déduire qu'elle a été poussée chez elle au moment où elle ouvrait sa porte, puis qu'elle a été battue et étouffée avec un oreiller. La raison du meurtre, c'est les 200 ou 300 francs qui ont été dérobés dans le portefeuille de Anna, c'est-à-dire entre 30 et 45 euros. Une somme ridicule pour laquelle on l'a pourtant tuée. On est 4 jours plus tard, le 9 octobre 1984. Ce jour-là, les pompiers du 18e vont être appelés pour un départ d'incendie. Ils vont arriver, faire leur boulot, éteindre le feu, et une fois tout ça fait, ils vont avoir la désagréable surprise de se rendre compte qu'il y a un corps calciné au milieu de la pièce. Et ce corps est pas seulement là, mort comme on aurait pu retrouver une victime d'un incendie, non, il est attaché, pieds et poings liés. Ce corps, c'est celui de Suzanne Foucault, qui a 89 ans. Elle a été étouffée par un sac plastique qui lui recouvrait encore la tête au moment de la découverte de son corps. A priori, la même technique a été utilisée pour rentrer chez la vieille dame, c'est-à-dire qu'on a attendu qu'elle ouvre la porte, on l'a poussée à l'intérieur de l'appartement, on l'a battue, étouffée, puis on a mis le feu à l'appartement pour effacer toute trace de l'agression. Cette fois, une montre d'une valeur de 300 francs, c'est-à-dire 45 euros, et 500 francs qu'elle avait en liquide, donc la somme qu'elle avait dans son porte-monnaie, a été volée. Autrement dit, Suzanne a été tuée pour seulement 120 euros. Comme pour le meurtre d'Anna, il n'y a aucune preuve, aucun témoin, aucune trace, donc l'enquête va être suivie un peu, mais malheureusement elle n'avancera pas. Le 3 novembre, ce sera le tour de Johanna Seikaresko, qui avait 71 ans et était institutrice à la retraite, de perdre la vie. Ce qu'on apprendra sur son attaque, c'est que la pauvre dame avait été bâillonnée et ligotée avec du fil électrique. Elle a été battue à mort et l'agression a été tellement violente que la pauvre avait le nez et la mâchoire fracturés et quand on l'a retrouvée, elle avait encore un foulard autour de son cou qui l'étranglait à moitié. L'autopsie révélera qu'elle avait aussi toutes les côtes du côté droit fracturées, ce qui montrait qu'elle avait été battue à coups de pied. Malheureusement pour Johanna, comme beaucoup de personnes, elle avait des habitudes récurrentes et elle allait faire tous les jours ses courses à 12h30. Elle a été repérée par Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin et elle a été suivie. On ne la retrouvera que 2 jours plus tard, c'est-à-dire le lundi 5 novembre, parce qu'elle devait donner des cours aux enfants de la gardienne de son immeuble et que quand les petits sont venus taper et qu'il n'y a pas eu de réponse, ils sont redescendus chercher leur maman. La maman est montée, a tapé, a vu qu'il n'y avait pas de réponse, a trouvé ça anormal parce que normalement Johanna était très présente et quand elle donnait un rendez-vous, elle le donnait, elle était là. Donc la gardienne s'est servie de sa clé pour rentrer dans l'appartement et là, elle a découvert une scène horrible. L'appartement était complètement saccagé et Johanna était morte. Et cette fois, les enquêteurs se rendront compte qu'il manquait 10 000 francs, donc 1500 euros, que Johanna gardait chez elle. C'était des bons du trésor et en fait, elle les avait gardés de côté. 2 jours plus tard, le 7 novembre, ce sera le tour d'Alice Benaïm, qui a 84 ans, d'être découverte assassinée 2 heures seulement après son meurtre par son fils André qui venait comme tous les jours manger avec sa maman. Elle habitait dans le 18e arrondissement et ce sera la 4e victime à être retrouvée. Le pauvre André retrouvera sa maman ligotée avec du fil électrique sur son lit, bâillonnée avec une serviette dans la bouche et l'autopsie démontrera qu'elle était morte étranglée et qu'elle avait été torturée. Elle avait été battue extrêmement violemment, surtout au niveau du visage, et les meurtriers avaient été sadiques avec elle. Ils l'avaient carrément forcée à avaler de la soude caustique, c'est-à-dire du Destop. Le Destop, c'est le truc dont on sert pour déboucher les toilettes et les canalisations. Donc c'est-à-dire que c'est un produit extrêmement dangereux, extrêmement irritant, extrêmement corrosif, et ils lui ont versé ça dans la bouche. Vous imaginez un peu la folie qu'il faut pour mettre un produit pareil dans la bouche de quelqu'un, le regarder souffrir en l'avalant parce qu'il y a des réactions physiques immédiates comme le fait que ça attaque la chair, en fait ça brûle la chair, donc on voit la destruction quasi immédiate des brûlures qui apparaissent, on voit la personne s'étouffer, on voit certainement de la mousse, des trucs de dingue, et eux ils ont fait ça tranquillement à une grand-mère de 84 ans et après ça ils sont juste repartis vivre leur vie normalement et ils ont fait la fête le soir même. Je trouve ça
complètement dingue d'arriver à faire ça. Et tout ça, accrochez-vous, pour 400 ou 500 francs, ce qui fait 60 ou 70 euros. Là, on en est à 4 victimes, ça commence à faire beaucoup, les gens commencent à en parler, commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe avec les vieilles dames? Qui est-ce qui fait du mal à nos vieilles dames? Et donc un voisin va appeler la presse qui va se déchaîner. Et là, les meurtres s'enchaînent encore. Le lendemain, donc le 8 novembre, à une vingtaine de mètres de la rue où habitait Alice, c'est Marie Choi de 80 ans qui va être retrouvée morte par l'infirmière qui venait la soigner à domicile tous les jours. Et là, on voit clairement un mode opératoire qui s'installe parce que elle aussi va être retrouvée ligotée, mais cette fois sous son lit, avec du fil de fer, elle aussi. Elle a été bâillonnée, elle aussi avec une serviette, elle a été torturée, elle a été étranglée, et on va montrer qu'elle a été battue tellement violemment que sa boîte crânienne avait été défoncée. Et encore une fois, le butin était ridicule, seulement 200 ou 300 francs, ce qui fait 40 ou 45 euros. La violence déployée pendant les crimes est plus grande que la somme avec laquelle les malfaiteurs repartent. Donc là, vraiment, on commence à se demander s'ils font ça pour avoir de l'argent ou par plaisir de la violence et de la torture qu'ils infligent à leurs pauvres victimes. Le lendemain encore, donc le 9 novembre, toujours dans le 18e arrondissement, c'est Maria Miko Diaz, qui a 75 ans, qui va être retrouvée morte. Et elle aussi, on va la retrouver sur son lit, pieds et poings liés. On va la retrouver, elle aussi, étouffée, avec un torchon dans la bouche. La pauvre avait même été frappée à coups de couteau à plusieurs reprises, et à elle aussi, on avait fait le porte-monnaie, entre guillemets, parce que c'est exactement ça, vu les sommes qu'ils vont finir par voler. Elle aussi, on lui a volé 200 ou 300 francs, ce qui fait toujours 30 ou 45 euros, c'est de la petite monnaie, quoi. Là, à ce niveau-là de l'enquête, ça devient vraiment tendu, étant donné qu'on n'a pas de traces du tueur, on n'a pas de preuves, on a juste des empreintes digitales, c'est tout. Pas de description, pas de témoins. Ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ils vont pas pondre des preuves, ils vont pas pondre un suspect, et malheureusement là, ils peuvent rien faire, ils se sentent impuissants. Tout ce qu'on connaît, c'est le mode opératoire, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un ou plusieurs agresseurs qui suivent des vieilles dames, qui attendent qu'elles arrivent chez elles, qu'elles ouvrent la porte pour les pousser à l'intérieur, les maltraiter, les torturer, les bâillonner, les attacher, et leur faire plein de trucs dégueulasses pour ensuite les tuer et partir avec de la toute petite monnaie, c'est tout ce qu'on sait. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que là, il y a eu 6 meurtres en un mois. On dirait que les tueurs sont dans une espèce de spirale de violence qui ne s'arrête plus et on se dit que les meurtres vont pas s'arrêter aussi facilement que ça. En moyenne, il y a eu un meurtre par semaine, ça fait 6 meurtres en un mois, donc il y a même un peu plus d'un meurtre par semaine. Tout le monde est très inquiet. On sait que ça va recommencer, on ne sait pas quand, ni où, ni qui sera touché, mais ça va recommencer. Enfin, les enquêteurs pensent qu'il y a eu 6 meurtres, mais en réalité, il y en a eu 8. Le 12 novembre, on va découvrir 2 autres corps dans la même journée. Un dans le 18e et un dans le 17e arrondissement. Mais en réalité, ces morts remontent au 4 et au 6 novembre. La première dame à être retrouvée s'appelle Jeanne Laurent et elle a 82 ans. Elle aussi a été ligotée avec du fil électrique. Son appartement, lui aussi, a été saccagé, dévasté, retourné, même à ce niveau-là, il n'y a pas d'autre mot. Et comme d'habitude, ses économies ont été volées. Cette pauvre Jeanne habitait au dernier étage de son immeuble et personne ne s'était rendu compte de sa disparition. Elle a donc été retrouvée par le couvreur qui était venu réparer le toit. 4 heures plus tard cette fois, c'est à 800 mètres de distance qu'on va retrouver le corps de la pauvre Paul Victor qui avait 77 ans. Elle aussi a été retrouvée morte avec un sac plastique sur la tête et la police n'a été alertée que parce qu'une jeune voisine voulait aller aux toilettes communes de l'étage et avait remarqué une forte odeur de putréfaction. Elle s'est donc inquiétée pour sa voisine et a appelé la police qui a retrouvé la pauvre Paul. C'est à partir de ce moment-là que la presse surnommera le tueur de vieilles dames du 18e arrondissement. Là, vous vous en doutez bien, la population commence à être vraiment inquiète, donc la police a commencé à faire de plus en plus de rondes dans le quartier, en espérant repérer quelque chose qui leur taperait à l'œil, mais malheureusement, ils ne repèrent rien, ils ne voient aucun comportement plus bizarre qu'un autre, et ils n'arrivent pas à mettre la main sur le meurtrier. Tout ce que les policiers avaient sur le meurtrier, c'était ses empreintes. Et ils en étaient venus à la conclusion que c'était sans doute un malade mental ou un drogué, parce qu'ils ne voyaient absolument pas une personne saine d'esprit faire ce genre de choses aussi tordues et aussi violentes. Bien sûr, à ce moment-là, ils ont essayé de mettre des choses en place, comme par exemple, ils ont déployé plus de policiers, c'est-à-dire 200 personnes, donc des CRS, des gardiens de la paix, des brigadiers, des autres arrondissements. Toutes les personnes qu'ils vont pouvoir prendre, ils vont essayer de les mettre en ronde 24 heures sur 24, pour que chaque arrondissement qui avait été touché par les meurtriers soit inspecté au maximum pour bien ouvrir l'œil, pour essayer de repérer quelque chose, encore une fois.
mais malheureusement ça n'avancera à rien du tout et ils ne repéreront pas le meurtrier. Pour autant, les meurtres vont se calmer, et pour cause, les meurtriers ne sont plus sur Paris. Jean-Thierry et Thierry sont loin d'être bêtes, ils savent qu'ils ont commis énormément de meurtres à la suite, que potentiellement il pourrait y avoir un témoin qui pourrait se déclarer, donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir à Toulouse, chez le père de Thierry. On aurait pu s'attendre à ce que ça dégénère tout de suite, et pour autant non, ça va bien se passer au début. Malheureusement, entre Thierry et son père, la situation va finir par se dégrader et dégénérer. La raison, vous en doutez, c'est l'homosexualité de Thierry, et donc là ils vont se sentir un peu moins chez le papa. Et ce qui va aussi mal se passer, c'est que Jean-Thierry et Thierry vont eux aussi commencer à s'engueuler. Leur amour s'est étiolé a priori, pourtant ils étaient vraiment dans une relation passionnelle, fusionnelle, ils ont vraiment tout fait ensemble jusqu'à perdre la tête, aller aux portes de l'enfer, il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, quand on arrive à tuer des grands-mères ensemble et les torturer, les battre, leur mettre de la soude caustique dans la bouche, et c'est pas les seules fois où ils ont mis des produits dans la bouche de vieilles personnes. Il y en a une qui a pris du liquide vaisselle, l'autre ça a été du détergent, enfin, vous voyez, ils ont vraiment torturé des gens ensemble, ils se sont perdus dans leur amour parce qu'ils s'aimaient vraiment, et là c'est fini. Je pense que ça a été trop, peut-être que les meurtres les ont changé et l'un et l'autre, c'est-à-dire que ça a changé leur dynamique de couple. Forcément déjà il y avait un dominant, un dominé comme dans beaucoup de couples, mais là avec les meurtres, la violence ayant augmenté, ils ont eu besoin de se prouver que c'était les plus forts, qu'ils étaient capables de suivre leur partenaire, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Thierry Paulin, à la base, il n'était pas censé être aussi violent, mais vu qu'il y avait Jean-Thierry Mathurin et qu'il voulait faire l'homme, le vrai, le beau viril, en fait il a augmenté son level de violence. Et Jean-Thierry Mathurin, de son côté, c'est pareil. La soude caustique, c'est Jean-Thierry Mathurin, vous vous en doutez. C'est lui qui, à 13 ans, a essayé de se suicider avec de l'eau de Javel. Donc il va reproduire ce geste sur les personnes âgées. Et ça, il va le faire pour être aussi sadique et aussi violent que Thierry Paulin. Donc vraiment, leur relation était fusionnelle, symbiotique. Ils étaient en dépendance l'un de l'autre. Et pourtant, ils vont en arriver à la rupture. Donc là, on s'en doute bien, ça va pas très bien. Mais voilà, ils vont essayer de faire leur vie. Donc Jean-Thierry Mathurin va partir à Paris, Thierry Paulin va rester sur Toulouse, et il va essayer de monter ce qu'il va appeler la Transform Star, c'est-à-dire une agence de show travesti afin de pouvoir vendre ses spectacles, se faire connaître, continuer à faire la fête et espérer construire une nouvelle vie. Ils avaient effectivement les économies de 10 000 francs qu'ils avaient volées chez une vieille dame à Paris, mais l'argent ça coule pas à flot non plus et il va finir par manquer d'argent et surtout son projet ne va pas décoller. Déçu bien entendu, Thierry Paulin va lui aussi rentrer à Paris à l'automne 1985. Ça faisait 1 an qu'il n'y avait plus de meurtre de vieilles dames torturées, battues et étranglées à Paris. La dernière découverte était les 2 corps qu'on avait retrouvés le 12 novembre 1984 et la police pensait que tout ça était derrière eux, mais ils essayaient bien sûr quand même de retrouver les meurtriers tout en espérant que la série de meurtres était terminée. Malheureusement, le 20 décembre 1985, dans le 14e arrondissement, on va découvrir le corps de Estelle Donjou, 91 ans, étranglée chez elle. Autrement dit, dès que Thierry est rentré à Paris, il a recommencé à tuer. Et cette année-là, son jour de l'an, il va décider de le fêter en tuant Virginie Labrette, une dame de 76 ans qui va être retrouvée étranglée dans le 12e arrondissement. On est le 31 décembre 1986, Thierry va tuer Virginie dans la journée et le soir aller faire son jour de l'an tranquille. Il va donc comme à son habitude faire la fête, se droguer jusqu'à plus soif alors que dans la journée il a tué une vieille dame. Le 4 janvier 1986, donc moins de 15 jours plus tard, André Ladan, 77 ans, va être elle aussi retrouvée étranglée. Elle habitait seulement à quelques mètres du lieu du dernier meurtre, c'est-à-dire celui de Estelle. Encore une fois, 5 jours plus tard, une autre dame de 83 ans cette fois, qui s'appelait Yvonne Couronne, sera assassinée à son domicile rue Salette. Tous les crimes se sont produits dans le 14e arrondissement, dans un périmètre de 500 mètres de l'église d'Alésia. Le même scénario a été suivi à chaque fois, c'est-à-dire qu'une vieille dame a été suivie jusqu'à chez elle, poussée dans l'appartement, étranglée, on lui a volé ses économies et il n'y a quasiment aucun indice. Là, forcément, les policiers font le recoupement entre les affaires de 84 et celles qui sont en train de se dérouler, mais ils sont un peu interloqués parce qu'il y a eu un changement dans le mode opératoire, c'est-à-dire qu'avant, il y avait de la torture, on les battait, il y avait de la violence, on les ligotait, enfin, on leur faisait vraiment beaucoup de choses, on les bâillonnait aussi, et là, c'est pas le cas, c'est-à-dire que les meurtres sont beaucoup plus
calme entre guillemets, il n'y a pas de violence, les personnes sont juste étouffées, étranglées, c'est rapide et efficace et donc ça dénote avec le mode opératoire d'il y a 2 ans. Donc là les policiers vont se demander est-ce que c'est le même tueur ou est-ce que c'est un tueur qui s'est inspiré du tueur d'il y a 2 ans et qui s'est dit que c'était un bon mode opératoire et qui va reproduire la même chose mais sans la violence. Malgré tout, les policiers vont pencher pour le fait que ce soit certainement le même tueur, étant donné que la prise de contact et la façon de rentrer dans l'appartement des victimes étaient vraiment très similaires, donc ils vont rester sur le fait que c'était le même tueur mais qui avait changé de mode opératoire. Le même jour, donc le 12 janvier 1986, 2 autres dames vont être retrouvées mortes chez elles. Margielle Jourbloum, qui avait 81 ans, sera retrouvée chez elle dans le 11e arrondissement cette fois, rue Pelay. Et Françoise Vendôme, une veuve de 83 ans, qui était l'ancienne bibliothécaire du Louvre, va être retrouvée elle dans le 12e arrondissement, rue de Charenton. C'est ses voisins qui vont la découvrir plusieurs jours après le meurtre, parce que la concierge voulait que Madame Vendôme paye son loyer, et qu'une voisine est donc allée vérifier si Madame Vendôme était là, et quand elles ont vu que Madame Vendôme ne répondait pas, elles ont appelé la police, et la police l'a retrouvée. Toutes les deux, bien sûr, ont été retrouvées mortes, étranglées, dans les mêmes conditions que les autres personnes. 3 jours plus tard, le 15 janvier, c'est le tour de Yvonne Cheblé, 77 ans, d'être retrouvée morte dans son appartement, cette fois dans le 5e arrondissement. Les policiers, bien sûr, vont faire leur enquête et vont essayer de trouver des preuves dans l'appartement. Ils vont réussir cette fois à trouver des empreintes digitales qu'ils vont comparer avec les empreintes de 1984 et ça match. C'est les 2 mêmes empreintes, c'est bien le même tueur qui a tué en 84 et qui a tué les dernières victimes. Ça n'avance pas plus l'enquête au niveau de l'identité du suspect, mais c'est au moins rassurant de savoir qu'ils n'ont pas un 2e tueur à rechercher. 6 mois de tranquillité toute relative vont passer puisque les meurtres vont s'arrêter. Donc la pression qui était à ce moment-là à son maximum va redescendre un peu, mais les habitants restent quand même inquiets dans le fond. Et malheureusement, le 14 juin 1986, c'est Ludmila Lieberman de 85 ans qui sera retrouvée dans le 14e arrondissement, elle aussi étranglée. Il y aura une nouvelle accalmie de 5 mois, mais celle-là on sait à quoi on la doit. On la doit au fait que Thierry a fini en prison, à la prison de Fresnes précisément, parce qu'il a été accusé d'avoir agressé son dealer. Il s'est embrouillé avec son dealer, il l'a menacé avec une arme à feu, et il l'a ensuite frappé à coups de batte de baseball, ce qui fait que le dealer a porté plainte. Et pour ça, Thierry Paulin va être puni de 16 mois de prison, mais voilà, vu son comportement très calme en prison, il va en faire que 6. Comme d'habitude, les remises de peine, c'est toujours la même chose. Ils sont condamnés à 2 ans, ils font 6 mois, c'est normal. Par contre, en sortant de la prison, Thierry Paulin va apprendre une mauvaise nouvelle. Il va apprendre qu'il a contracté le virus du sida pendant qu'il était en prison. Donc là, dans sa tête, ça va faire un déclic. Il va se rendre compte qu'il est sur le point de mourir, que peut-être c'est des années, de très courtes années qui lui restent. Et donc, il va profiter de sa vie au maximum. Il va faire des fêtes grandioses. Il va se bourrer la gueule autant que possible. Il va s'en mettre plein le nez autant que possible. Il va s'acheter encore plus de fringues, voir encore plus de monde. Bref, il va profiter de sa vie. Bien sûr, il va être obligé de reprendre les meurtres. Il n'a pas le choix, le pauvre petit. Il faut bien la payer, toute sa drogue, son alcool, ses fiestas. Donc pour lui, c'est normal, tout à fait normal, de reprendre les meurtres. Et le 25 novembre 1987, ce sera le tour de Rachel Cohen, de 79 ans, d'être retrouvée rue du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement, elle aussi étranglée. Le même jour que Rachel, ce sera au tour de Berthe Finalteri, de 87 ans, et elle aussi sera retrouvée étouffée dans le 10e arrondissement, mais cette fois par miracle, Berthe survivra. En réalité, elle s'est évanouie. Et Thierry, pensant qu'elle était morte, est parti de l'appartement après lui avoir volé un peu d'argent. Berthe s'est réveillée vivante et un voisin a vu Thierry sortir de son appartement, ce qui fait que les deux ont pu donner enfin une description du tueur, de la personne qui agresse les vieilles dames à Paris depuis 2 ans. Ils vont le décrire comme un grand métis d'1,80 m avec une boucle d'oreille à l'oreille gauche, une coupe plutôt carrée et une décoloration. Le 27 novembre 1987, la série noire s'arrêtera avec Geneviève Guermont, qui avait 73 ans. Elle vivait elle aussi dans le 10e arrondissement, au 22 rue Caille, et sera malheureusement elle aussi retrouvée étranglée. Le 28 novembre 1987, un portrait robot sera diffusé dans Paris, et ce soir-là, Thierry Paulin va inviter une trentaine de personnes dans un restaurant assez chic pour fêter ses 24 ans. Le coût de la soirée s'élève à 14 500 francs que Thierry va payer grâce à l'argent de ses dernières victimes, bien entendu.
Les 2 soirs suivants, rebelote, il va inviter une vingtaine de personnes dans un restaurant à Pigalle et le lendemain, le 30 novembre 1987, il va organiser sa dernière soirée dans une boîte de nuit avec des diplomates africains. Et ça, il ne le sait pas encore, mais ce sera sa dernière soirée en liberté. On est le 1er décembre 1987, quand le commissaire Francis Jacob, qui étudie les crimes depuis le début et compte bien arrêter le meurtrier, va croiser par pur hasard Thierry Paulin dans la rue. Il va tout de suite être interpellé par la ressemblance qu'il y a entre l'homme qu'il a devant lui et la description faite des victimes survivantes du tueur de vieilles dames. Il va donc demander à Thierry de présenter ses papiers d'identité et c'est ce que Thierry va faire. Quand l'inspecteur va voir la photo de Thierry avec sa coupe en brosse à la Carl Lewis, la boucle d'oreille, etc., il va se dire qu'il y a vraiment trop de ressemblances et il va lui demander de le suivre au commissariat. Thierry apparemment est très détendu, il va rigoler avec le policier en lui disant « Mais vous inquiétez pas, je suis pas un drogué monsieur » et il remontera même ses manches pour lui montrer que c'est pas un toxicomane qui se pique. Mais l'inspecteur Jacob insistera et emmènera donc Thierry Paulin au commissariat. Thierry Paulin vivait depuis 3 semaines à l'Hôtel des Cygnes à Paris et il a été décrit par les hôteliers comme quelqu'un de très gentil, très poli, souriant, qui recevait beaucoup de monde et était très entouré. Il faudra moins de 48 heures de garde à vue pour que Thierry Paulin avoue tous ses meurtres. Et pendant les aveux, il ira jusqu'à donner des détails, mais vraiment beaucoup de détails. Il a une mémoire hallucinante. Il va se souvenir des noms, des prénoms, des arrondissements, à peu près des adresses, et il va aller jusqu'à se souvenir de la couleur du portefeuille des victimes. Là, on dirait qu'il a vraiment vécu ses meurtres au maximum et il les a gravés dans sa tête parce qu'il se souvient de tout. Il va essayer de toucher les inspecteurs en leur disant que c'est un mec sensible, qu'il était très sensible au regard de ses victimes au moment où il les tuait. Il va leur dire qu'il n'avait pas le choix en fait, il avait besoin d'argent parce que il avait besoin d'oublier tout ce qui lui était arrivé quand il était enfant. Donc il avait besoin de toutes ces drogues, de ces fêtes, de cet alcool, il avait besoin de tout ça. Mais que vraiment, il s'attaquait à des personnes qui étaient presque en fin de vie, vu leur âge, elles étaient vieilles, elles allaient finir par mourir dans quelques années. Donc finalement, voilà, est-ce que c'était si grave? C'est un gentil garçon en fait. Ouais, c'est ça que Thierry Paulin va essayer de faire croire aux inspecteurs. Mais en parallèle, il va aussi leur expliquer qu'en réalité, il choisissait les vieilles dames par rapport à leur aspect physique. C'est-à-dire qu'il s'attaquait à ce qu'il pensait être les dames les plus moches et il allait se débrouiller pour être en contact avec elles, échanger quelques mots avec elles pour voir si elles étaient, selon lui, méchantes ou gentilles et il décidait toujours de suivre les plus moches et les plus méchantes. Autrement dit, dans sa tête, il éliminait juste des vieilles dames moches et méchantes de la Terre, donc c'était un bon acte. Ce qu'on apprendra aussi après son arrestation et ses aveux, de par ses amis, c'est que Thierry Paulin, bizarrement le jour où ça coïncidait avec les meurtres des vieilles dames, quittait ses amis ce jour-là en leur disant « je vais à la banque » avec un petit sourire en coin. Et c'est seulement après l'arrestation que ses amis ont tilté qu'en réalité quand il disait « je vais à la banque », c'est qu'il avait tué une vieille dame. C'est un truc de fou. Vous imaginez les personnes qu'il a côtoyées, il avait vraiment beaucoup de monde autour de lui. Toutes ces personnes-là ont été extrêmement choquées. Il y a des vendeuses, par exemple, qui vont passer en interview et qui vont réagir quand elles vont voir l'histoire de Thierry Paulin, parce qu'elles vont dire « mais ce gars-là, je l'avais dans ma boutique, il venait, il était tellement gentil, souriant, marrant. Oh, purée, c'est vraiment lui le tueur de vieilles dames ». Personne va croire que c'est Thierry Paulin, tellement il donnait bien change dans sa vie en temps normal. On disait de lui que c'était quelqu'un de très sympa en réalité. Même les inspecteurs diront de lui qu'il était sympa, qu'il était sarcastique, qu'il était marrant. Mais à côté de ça, c'était un malade. Bien sûr, à Paris, il y a eu d'autres meurtres de personnes âgées, mais quand on veut lui parler des meurtres qui ne sont pas les siens, Thierry Paulin va clairement dire « Je ne suis plus à un prêt, si c'était moi qui avais tué celle-là, je vous l'aurais dit ». Pendant un des interrogatoires, un inspecteur qui s'appelle Bernard Lettier va sortir le liquide de soude caustique qu'il a trouvé, donc le Destop, et qui avait été laissé sur place après la mort d'une victime en 1984. Son but, c'est de mettre la pression et de faire réagir Thierry Paulin. Donc, pour mettre la pression à Thierry Paulin, il va lui dire en lui hurlant dessus « Et ça, c'est quoi ?» Thierry Paulin lui répondra « C'est pas moi ». Et quand l'inspecteur va lui poser la question à nouveau, Thierry Paulin va enfin finir par dénoncer son complice, c'est-à-dire Jean-Thierry Mathurin. Donc le 2 décembre 1987, Jean-Thierry Mathurin va être arrêté au petit matin à son domicile. Il vivait avec un nouveau compagnon qui travaillait lui aussi au Paradis Latin et qui était travesti dans le show. Il n'a plus tué personne depuis 1984, mais avouera bien sa culpabilité pour les 8 meurtres.
Une petite anecdote qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais une fois que Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin ont été arrêtés, Christophe de Chavannes se rendra compte qu'il a passé du temps avec Jean-Thierry Mathurin, puisque lors d'une de ses émissions, Jean-Thierry était venu danser pour un show qui s'appelait Playmake sur le plateau de Christophe de Chavannes, et ça s'est déroulé le 3 avril 1986. Et un an plus tard, le 26 mai 1987, rebelote, il va renouveler sa performance de stripteaseur dans l'émission de Christophe de Chavannes, et encore une fois, il va finir en string au milieu de la scène. À ce moment-là, il avait repris une vie normale, et avait donc décidé de faire l'émission pour essayer de se faire connaître. Et Christophe de Chavannes, bien sûr, va s'en rendre compte un jour, et il va être choqué de se souvenir que il avait parlé à Jean-Thierry Mathurin, et Jean-Thierry Mathurin était tout à fait normal et souriant. Il l'avait accueilli les 2 fois, et il se rendra compte qu'il a même parlé avec un tueur en série sans même s'en rendre compte. Donc, le 4 décembre 1987, Thierry Paulin sera accusé de 18 assassinats, et Jean-Thierry Mathurin de 8. Et là, on va se rendre compte d'un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu arrêter les meurtres dès le début. En réalité, les empreintes digitales de Thierry Paulin avaient été prises en 1982, ce qui veut dire qu'elles étaient dans un fichier quelque part en France. Sauf qu'à cette époque-là, on ne faisait pas les recoupements entre régions, et donc Thierry Paulin est passé à la trappe. Mais ces empreintes étaient bel et bien fichées, donc on aurait pu l'attraper. Et donc forcément, des victimes auraient pu être sauvées. Peut-être que même toutes les vieilles dames ne seraient pas mortes et seraient encore en vie, ou du moins n'auraient pas subi tout ce qu'elles ont subi et seraient pas mortes entre les mains de 2 tarés. Et c'est donc l'affaire de Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin qui va lancer le processus de la mise en place du fichier automatisé des empreintes digitales en France. Au début de l'année 1988, Thierry Paulin commence à ressentir réellement les effets de la maladie qui est en train de le ronger, et il va finir en hospitalisation quasiment paralysé à l'hôpital de Bichat. Ne pouvant rien faire pour lui, ils vont le renvoyer à la prison de Fresnes, où il va finir par mourir le 16 avril 1989, avant même d'être jugé. Le 20 décembre 1991, donc 2 ans après la mort de Thierry Paulin, Jean-Thierry Mathurin est condamné à la réclusion perpétuelle à la prison de Poissy. Pendant son procès, il dira qu'il a des remords, qu'il reconnaît tout à fait ce qu'il a fait, mais il dira aussi qu'il n'avait que 19 ans, qu'il était complètement obnubilé par Thierry, qu'il s'est laissé emporter par leur dynamique de couple sordide et que sans avoir connu Thierry, il n'aurait jamais tué. Mais il dira aussi que tout était fait par Thierry, que lui restait en retrait et n'avait fait que fouiller les appartements. Il dira que c'est Thierry qui repérait les victimes, Thierry qui les attaquait pour les faire entrer dans leur appartement, Thierry aussi qui les battait et qui leur faisait boire du détergent, Thierry qui les tuait et Thierry qui les poignardait. Bref, lui, il ne faisait rien du tout de violent. Et il va essayer de se faire passer pour une espèce de victime qui a été prise dans un engrenage et a donc juste suivi son bourreau. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est totalement faux. On sait que Jean-Thierry Mathurin a fait du mal aux vieilles dames, il les a battues, il les a poignardées, il les a torturés et ligotés, tout comme Thierry Paulin. On sait aussi bien sûr que c'est lui qui leur faisait boire le détergent, ce qui est extrêmement sadique et vicieux. Donc voilà, il peut pas essayer de se faire passer pour un ange, ça ne marchera pas. Alors oui, effectivement, lui par contre, il n'a plus tué après Thierry Paulin. Mais en attendant, il a quand même commis les crimes et il a quand même commis des trucs extrêmement hardcore. On aurait pu penser que Jean-Thierry Mathurin resterait en prison jusqu'à la fin de ses jours, mais en réalité il a été placé en semi-liberté le 26 janvier 2009, soit 22 ans après son entrée en prison, et cette semi-liberté il l'a acquis pour 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il va aller travailler le jour dans une boîte de recyclage, et la nuit, il va retourner dormir en prison. De l'avis de son avocate et des psychologues de Jean-Thierry Mathurin, il a énormément évolué, et ils diront que sans Thierry Paulin, c'était pas un tueur, il a plus tué après Thierry, donc à leur avis, il ne recommencera pas. Ils iront même jusqu'à dire qu'ils sont extrêmement satisfaits de voir l'évolution de Jean-Thierry Mathurin et que pour eux c'est une victoire pour la réinsertion des détenus parce que pour eux ça prouve que ça fonctionne. Et vu que sa semi-liberté s'est bien passée, Jean-Thierry finira par être mis en liberté conditionnelle le 26 janvier 2012. Ça fait donc 11 ans maintenant que Jean-Thierry Mathurin est libre et vit donc quelque part en France. Je me doute que beaucoup d'entre vous connaissez cette histoire, mais je vous l'avais dit, c'était une histoire de dingue. Je voulais absolument la traiter. Leur dynamique était vraiment sordide. Toutes les tortures, la violence qu'ils ont infligée, c'est vraiment fou à quel point ils sont allés. Donc je trouve que l'histoire est extrêmement triste parce qu'il y a eu beaucoup de vieilles dames qui ont perdu la vie d'une façon horrible. Mais c'est aussi une histoire intrigante de par la dynamique du couple Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin.
parce qu'ils avaient une relation perverse. Et là on voit vraiment que l'un et l'autre ensemble c'était deux démons réunis, et que l'un sans l'autre, l'un a arrêté les meurtres alors que c'était lui quand même qui faisait boire de la soude caustique à ses victimes, et donc qui était potentiellement le plus violent. Mais d'un autre côté, Thierry lui a arrêté de torturer les dames au moment de ses nouveaux meurtres. Il a continué à tuer, oui, mais il a arrêté d'être aussi violent. Et ça prouve que l'un et l'autre c'était un rouage infernal, et ils se sont engrainés tous les deux dans la violence. Après, le pire, c'est qu'ils se sont réellement aimés, ils avaient vraiment une belle relation, et s'ils s'étaient pas passé tout ce qui s'est passé, et s'ils n'avaient pas fait tout ce qu'ils ont fait ensemble, peut-être qu'ils auraient pu vivre réellement une vraie histoire heureuse et amoureuse jusqu'à la fin de leur vie. Ils auraient peut-être pu vivre ensemble et oublier tout ce qui leur était arrivé dans leur enfance, toute la douleur qu'ils ont ressentie, tout l'amour qui leur a manqué, et au lieu de ça, malheureusement, ils vont essayer d'oublier leur enfance dans le malheur, la violence, la facilité par la drogue, et ça va finir par des meurtres et de la torture. Alors que je pense sincèrement qu'ils auraient pu faire un autre choix. C'est pas parce qu'une enfance a été pourrie qu'on doit choisir de pourrir son âge adulte, qu'on doit choisir de laisser cette enfance pourrie en notre vie. On peut se battre contre ça, choisir d'être une autre personne, choisir de changer de vie, choisir de ne pas laisser ces cicatrices s'installer, et donc de donner un maximum pour vivre correctement. Eux, ils ont fait l'inverse, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que finalement, ils avaient vraiment les mêmes blessures d'enfance, ils avaient les mêmes besoins finalement, ils avaient besoin d'être aimés, d'être entourés, d'être rassurés et d'avoir une vie le plus normale possible afin d'oublier tout ça et de se prouver à eux-mêmes qu'ils pouvaient avoir une vie normale. Malheureusement, en se trouvant, ils auraient pu se réparer et c'est pas ce qu'ils ont fait, et ça c'est réellement dommage. À cause de ça, il y a des dizaines de grands-mères qui vont finir leur vie dans la violence et la souffrance au lieu de finir tranquillement dans leur lit, entourées de l'amour de leur famille, et ça c'est horrible. De s'attaquer à des personnes âgées, franchement faut être vraiment abruti fini et faible pour oser s'en prendre à des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Donc pour conclure cette vidéo, on va finir par une grosse pensée pour toutes les pauvres victimes de Jean-Thierry Mathurin et de Thierry Paulin. Alors le mot de la fin, franchement ça va être juste waouh, c'est hallucinant qu'ils aient réussi à se fondre à ce point-là l'un dans l'autre pour en arriver à un point de monstruosité pareil ensemble. Je savais que l'amour ça pouvait rendre fou et vraiment changer les gens, que ce soit en bien ou en mal, mais pas, mais pas à ce point-là, c'est pas vrai. On a déjà vu des histoires où pareil, il y a deux meurtriers qui sont mis en symbiose et ont décidé de devenir fous ensemble et d'aller jusqu'au meurtre. Mais là, c'est comme s'ils avaient décidé que le monde n'existait plus, que les lois n'existaient plus, que plus rien n'existait mis à part eux, et qu'ils avaient vraiment vécu leur vie comme ça. Et aussi, je pense que réellement, si c'était pas aimé autant, il y aurait pas eu tous ces meurtres, parce qu'en fait, c'est la force de leur amour, la complicité qu'ils avaient, qui a fait qu'ils voulaient tellement être ensemble et ne pas se quitter, qu'ils ont pris la pire des solutions. Si c'était pas aimé autant, ils seraient juste séparés et c'est tout. Il y aurait eu l'embrouille au restaurant, ils se seraient dit allez hop c'est bon, on vient de faire tous les deux notre boulot, au revoir, bonne soirée et à bientôt. Mais non, ils sont restés ensemble jusqu'au bout de leur bêtise quoi. Vraiment, l'amour fou. Bref, à tous ceux et à toutes celles qui ont eu le cœur brisé un jour, je vous invite à repenser un peu de temps en temps quand votre mal revient à Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin, parce que eux, ils ont une relation de merde. Ça les a emmenés à la folie, à la torture, finalement au meurtre et à la prison. Et ça, on peut dire que c'est vraiment une relation pourrie. Voilà, je crois que cette fois j'ai fait le tour de cette longue vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, histoire de m'aider à faire grandir la chaîne. Et en attendant la vidéo de vendredi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.